Alors, je reprends la courbe ici qui représente le coût total, vous voyez cette courbe-là, qui est donnée par cette fonction-là. X carré moins 5x plus 30 plus 8 log de x. Alors, vous vous rappelez sur la vidéo précédente que le coût moyen, c'est le coefficient directeur de la droite OM, et le coût marginal, c'est le coefficient directeur de la tangente au point M, ici, qui n'est pas tracé. Alors, pour ce point M ici, vous avez l'abscisse 1,01 et 26,04 pour l'ordonnée, et vous avez ici 25,85, le coefficient directeur de la droite OM. C'est donc 26,04 divisé par 1,01. Alors, il y a une petite difficulté dans l'exercice, c'est que, en fait, ici, dans l'entreprise produit un liquide. Et X est exprimé en centaines de litres. Et le coût total ici est exprimé en milliers d'euros. Donc, en fait, quand on met 1,01 ici en abscisse, ça veut dire 101 litres produits. Et pour 101 litres produits, le coût est de 26 040 euros. 26 040. Alors, quand on fait 26 040 divisé par 100, c'est-à-dire si vous voulez avoir le coût, ici le coût moyen pour 1 litre, il faut donc faire normalement 26 040 divisé par 101. Si on fait ce calcul, ça fait en fait 258,5. Or, vous voyez ici, si on fait simplement le calcul CT de x divisé par x, c'est-à-dire le coût moyen, on obtient 25,85. On n'obtient pas 258,5. Donc en fait ici, le coût moyen, ici 25,85, lui il est exprimé en dizaines d'euros. Hein, c'est en dizaines d'euros. Donc vous avez des milliers d'euros divisés par des centaines de litres. Donc si vous voulez avoir un coût moyen par litre, il faut faire des milliers d'euros divisés par 100, ça fait donc une dizaine d'euros. Donc je répète, 25,85 ici, pour le coût moyen, eh bien c'est 25,85 en dizaines d'euros. C'est-à-dire en fait 258,5 euros par litre. Voilà ce que cela signifie. Alors là, vous avez le point M pour lequel le coût moyen est minimal. Vous vous rappelez, c'est à l'endroit où la droite OM est confondue avec la tangente en M. Coût moyen égal au coût marginal pour cette valeur de x. Alors cette valeur de x est à peu près 6, vous voyez 6,03. Donc 6,03 à peu près, c'est la valeur de x qui rend le coût moyen minimal. Hein. Si on refait le dessin, hein, vous voyez, là le coût moyen décroît, puis après il croît. Et donc c'est bien à peu près en 6,03, on va dire à peu près 6, où le coût moyen est minimal, et dans ce cas-là, il est égal au coût marginal. Hein. La droite OM, je répète, elle est dans ce cas-là confondue avec la tangente en M. Donc on commence les calculs, ici avec la fonction coût total. Le coût moyen, je vous rappelle, c'est en dizaines d'euros, hein. Et le coût marginal également, c'est en dizaines d'euros. Le coût marginal et le coût moyen ont exactement les mêmes unités, donc dizaines d'euros pour les deux. Hein, c'est ce que j'avais expliqué pour le coût moyen. Alors, il suffit de diviser le coût total par x. Maintenant, le coût marginal, il faut faire la dérivée du coût total, donc ça fait ici 2x, moins 5, la dérivée de 30 c'est 0, plus 8 fois la dérivée de log de x, donc plus 8 sur x. Bon, alors, on veut trouver la valeur de x qui rend le coût moyen ici minimal, donc normalement, il faudrait faire la dérivée du coût moyen, faire le tableau de variation de cette fonction en faisant le signe de la dérivée, et on obtiendrait une valeur de x qui rend effectivement le coût moyen minimum. Et vérifier après que pour cette valeur de x, le coût moyen et le coût marginal sont bien égaux. Ça, c'est une façon de faire, sauf qu'ici, en faisant la dérivée du coût moyen, ça génère des calculs. Donc il y aura d'autres exercices où on fera effectivement comme ça. Là, ce qu'on va faire, on sait que quand ça se produit, c'est-à-dire quand le coût moyen est minimal, eh bien, il y a égalité entre les deux. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va résoudre l'équation coût moyen égale coût marginal. On va chercher la valeur de x qui
rend les deux coûts égaux. Donc ça donne une équation à résoudre. Alors voici donc l'équation à résoudre, hein, coût moyen égale coût marginal. Donc en fait je vais tout transposer. Hein. Donc si je transpose tout ici, il va me rester 2x moins x, moins 5 ça saute. Ici j'ai 8 sur x moins 30 sur x, donc ça fait moins 22 sur x. Et je transpose le 8 log de x sur x, donc moins ici 8 log de x sur x égale 0. Et donc on va tout multiplier par x. Donc en multipliant par x, ici je vais avoir x carré, moins 22, moins 8 log de x égale 0. Donc j'ai cette équation à résoudre. Alors l'intérêt ici de l'exercice, hein, c'est que quand on a une équation, il y a un mélange comme ça de log et de x, ou même d'exponentielle et de x, on ne sait pas la résoudre cette équation par un calcul. Donc pour résoudre une équation, quand on ne sait pas le faire par le calcul, ce qu'on fait, c'est on fait les variations de cette fonction auxiliaire, g. Donc je vais appeler cette fonction g, et je vais étudier les variations de cette fonction. Et en étudiant les variations de cette fonction, je vais pouvoir trouver la valeur de x qui annule cette fonction g. Alors faisons donc les variations de la fonction g. Donc on fait g'. Ça fait 2x moins 8 sur x. On peut mettre 2 en facteur et tout mettre sur x. Donc si je mets tout sur x, ça fait 2 facteurs de x carré moins 4 sur x. Hein, j'ai tout mis sur x, ça fait 2x carré moins 8 sur x. Et après j'ai mis 2 en facteur. Et vous voyez que la dérivée du signe de x carré moins 4. Donc on fait ici le tableau de variation de la fonction g sur 0 plus l'infini. Donc ça fait g' de x. Alors x carré moins 4 s'annule pour x égale moins 2 et 2. Donc on sait qu'à l'intérieur des racines, c'est-à-dire entre moins 2 et 2, c'est du signe contraire de a. Donc c'est négatif. Et donc ici c'est positif. Donc la fonction g, elle est décroissante, puis croissante. Bon. Alors, pour la x égale 0, la fonction g n'est pas définie. Et on peut prendre ici la valeur pour x égale 2. Donc, ce qu'on va faire, je vais prendre x égale 2 et x égale 10. En fait, ce qu'on veut, c'est trouver la valeur de x qui annule ici cette fonction. Alors, dans l'exercice, en fait, on se plaçait sur l'intervalle 0,25. Ici 10. Alors si on prend les valeurs ici, en 0,25 on obtient à peu près moins 10, donc ici je mets des valeurs rapprochées. Ici, avec la calculatrice, alors comment on fait avec la calculatrice? Donc vous prenez le tableur de la calculatrice et vous rentrez cette fonction. C'est très, très pratique d'utiliser le tableur. Et ensuite, avec des valeurs de x, vous avez ici g de 0,25. Vous avez ici à peu près moins 24 ici. Et pour 10, on obtient une valeur qui est strictement positive. Alors, pourquoi je fais ça? C'est parce qu'on voit que sur l'intervalle 0,25,2, g prend des valeurs strictement négatives, donc ça ne s'annule pas. Je rappelle qu'on cherche la valeur de x qui annule g. Et sur l'intervalle de 10, ça passe d'une valeur strictement négative à une valeur strictement positive. Donc on utilise le théorème des valeurs intermédiaires. Alors je vous rappelle le théorème des valeurs intermédiaires, il dit que si vous avez une fonction qui est continue et strictement croissante, ce qui est le cas ici sur l'intervalle de 10, et 0 est intermédiaire entre g de 2 et g de 10, c'est le cas, puisque ici c'est moins 24, ici c'est une valeur strictement positive, donc 0 est bien intermédiaire, alors l'équation g de x égale 0 a une seule solution, alpha dans l'intervalle de 10. Donc le alpha, c'est, je rappelle, la valeur qu'on avait vue graphiquement. C'est la valeur de x pour laquelle le coût moyen donc, est égal au coût marginal, c'est-à-dire qui annule la fonction g. Donc comment on trouve la valeur de alpha? Donc pour trouver la valeur de alpha, on utilise le tableur. Donc avec un tableur et par balayage. Donc vous prenez le tableur, vous avez mis cette fonction, vous avez mis comme valeur pour x minimal 2, x maximal 10, et vous avez fait un pas de 1.
En faisant un pas de 1, vous allez voir que G, ça va prendre d'abord des valeurs négatives, puis après des valeurs positives sur un certain intervalle. En fait, ça va être entre 6 et 7. Donc par balayage, on trouve alpha compris entre 6 et 7. Et après, on continue. On prend de nouveau le tableur, on fait la première valeur de x 6, la dernière valeur de x 7, et on va prendre un pas de 0,1. Donc ça va vous donner un tableau de valeurs avec les valeurs de g pour x allant de 6 à 7 et de 0,1 en 0,1. Et on trouve dans ce cas-là que alpha se trouve entre 6 et 6,1. C'est simplement, vous voyez qu'il y a un changement de signe pour g entre 6 et 6,1. G de 6 c'est négatif et G de 6,1 c'est positif. Et on continue avec le tableur. On prend valeur minimale de x6, valeur maximale 6,1 et on prend un pas de 0,01, d'un centième. Et vous remarquez que dans ce cas-là, il y a un changement de signe entre 6,03 et 6,04. Dire G de 6,03 c'est négatif et G de 6,04 c'est positif. Donc du coup, alpha est compris ici entre 6,03 et 6,04. Ça c'est avec la calculatrice. Donc on ne sait pas déterminer exactement la valeur de alpha, mais avec d'une part les variations de la fonction g et ensuite la calculatrice par la méthode de balayage, vous obtenez assez rapidement un encadrement de alpha. Donc 6,03 c'est exactement ce que l'on avait vu graphiquement. Alors comme on a trouvé 6,03, on peut dans ce cas-là vérifier qu'effectivement le coût moyen est égal au coût marginal. Mais c'est l'équation, hein, g de x égale 0, je vous rappelle, ça équivaut à coût moyen égale coût marginal. Bon, donc on revient sur le graphique. Là, vous voyez sur le graphique, la droite ici, OM, elle est confondue avec la tangente en M, donc le coût moyen est égal au coût marginal, et ici le coût moyen est bien minimal, donc pour 6,03. Alors 6,03, je vous rappelle, c'est ici 603 litres. Et le coût total pour 603 litres, c'est donc 50 560 €. Et le coût moyen, dans ce cas-là, c'est ici 8,39, c'est-à-dire que le coût moyen, c'est en fait ici 83,9 € par litre. Hein, c'est le coût moyen par litre. Et le coût marginal donc est égal, c'est-à-dire est égal également à 83,9 € par litre, c'est-à-dire égal à 8,39 dizaines d'euros. Ici, le coût marginal et le coût moyen s'expriment en dizaines d'euros. Alors, voilà, ça termine ici sur le coût marginal et la valeur du x qui rend minimal le coût moyen, quand ça se produit. Ici, je répète, ça se produit parce que la fonction est convexe ici. Et il y a un autre, évidemment, un complément que l'on peut faire. Alors, il y a plusieurs compléments à cet exercice, hein, c'est assez riche. Donc, on le reprendra pour une autre raison. Ici, il y a un point où il y a un point d'inflexion. Vous voyez, changement de concavité. Donc, on va le faire. Alors, pour le point d'inflexion, je vous rappelle, il faut trouver le point pour lequel il y a un changement de concavité. Alors, concave, ça veut dire que les tangentes sont au-dessus, donc c'est le cas ici, vous voyez, la fonction est concave. Donc, vous voyez bien que la tangente est au-dessus. Et à un moment donné, là, elle est convexe, les tangentes sont en dessous. Donc ici, vous voyez, j'ai pris les tangentes. Donc il y a un certain point où il y a un changement de concavité. Et pour ce point-là, c'est à peu près par là, c'est difficile à tracer, à peu près par là, donc ça veut dire qu'en fait, c'est pour une abscisse à peu près égale à 2, eh bien, il y a un changement de concavité, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ce cas-là, la tangente, elle traverse la courbe en ce point. C'est exactement ce qui se passe ici. Donc, il faut trouver l'abscisse, ici, du point d'inflexion. Donc, dans ce cas, dans le cas présent, les calculs sont assez simples. Pour le point d'inflexion, je vous rappelle comment on le trouve, il faut trouver la dérivée seconde. Donc là, c'était la dérivée première, hein, c'était le coût marginal. Il faut dériver de nouveau. Donc si on dérive de nouveau, donc la dérivée seconde du coût total, c'est 2. La dérivée de moins 5, c'est 0. Et la dérivée de 8 sur x, c'est 8 fois la dérivée de 1 sur x, donc c'est moins 8 sur x carré. Ici, on peut mettre tout sur x carré. Ça fait 2x carré moins 8 sur x carré. En mettant 2 en facteur, ça fait 2 facteur de x carré moins 4 sur x carré, qui est du signe de x carré moins 4. Alors,
on fait donc le tableau de signes de la dérivée seconde. Donc on se place sur 0,25. J'avais mis 0. Je vous rappelle que log n'est pas défini en 0, donc il faut mettre une double barre normalement. Donc c'est pour ça que c'est sur 0,25, 10. Donc le signe de la dérivée seconde, donc le signe de x carré moins 4. Donc on sait que x carré moins 4, entre moins 2 et 2, c'est négatif. Et là, c'est positif. Donc dire que la dérivée seconde a ce signe-là, ça veut dire que la dérivée première, c'est une fonction qui est décroissante ici et croissante ici. Et qu'est-ce qu'on peut en déduire de la fonction dans ce cas-là? Ici, dérivée seconde négative, ça veut dire dérivée première décroissante. Ça veut dire ici fonction concave. Ici, fonction convexe. Et donc en ce point-là, il y a un changement de concavité, vous avez ce qu'on appelle un point d'inflexion. Donc le point d'inflexion, c'est le point d'abscisse 2. Changement de concavité.